Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle quotidienne du mardi 31 octobre. Et vous le voyez, je suis accompagné de deux médaillés d'argent et de bronze. Bonjour Rebecca et Olivia Grobetti. Bonjour. Alors voilà, médaillés de quoi? Eh bien de claquettes, puisque vous avez participé en septembre dernier au championnat du monde de claquettes. Vous avez ramené ces médailles avec vos élèves, notamment du centre de danse Or de Nyon. Donc on va reparler de tout ça et puis vous nous ferez une petite démonstration de claquettes aussi. On se réjouit. Andrea, de ton côté, où est-ce que tu es aujourd'hui? Dis-moi tout. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde, bonjour Lionel Petit, vous êtes le conservateur du musée du Léman, vous l'aurez compris, donc je suis du côté du musée du Léman. Pour la petite anecdote, Lionel, vous passez votre permis de bateau aujourd'hui. À 4 heures, tout à l'heure. Vous avez un petit peu le stress? Un petit peu, ouais. Voilà, bon, dès qu'on parle bateau, que reste-t-il de nos bateaux? C'est le nouveau titre de cette exposition, on vous l'a fait visiter d'ici quelques instants. À tout de suite Alexandre. Merci beaucoup, merci Moussaillon, Andrea. Et puis on va tout de suite parler d'actualité avec la commune d'Essertines-sur-Rolle. On a appris la démission de son syndic Samuel Dufour et du municipal Jacques Schweizer. Ils sont les invités de Florian Cavalleri. Et oui Alexandre, j'allais dire, nous recevons aujourd'hui des vrais, des purs, des durs, des miliciens qui cumulent à eux seuls près de 40 années passées au sein de l'exécutif d'Essertines-sur-Rolle. Samuel Dufour et Jacques Schweizer, bonjour. Bonjour. Alors comme Bonjour. je le disais, vous vous apprêtez à quitter la municipalité d'Essertines-sur-Rolle. Pour vous, Samuel Dufour, ça représente 15 ans de syndicature et 20 ans en tout de présence à l'exécutif. Quant à vous, Jacques Schweizer, vous en ferez de même après 22 ans passés au sein de cet exécutif essertinois. Alors, qu'est-ce qui pousse un municipal et un syndic qui ont de la bouteille à quitter après plus de 20 ans passés au sein d'un exécutif justement, et surtout en pleine législature? Samuel Dufour. Vous pensiez pas si bien dire en parlant de bouteille, puisque d'un autre côté, je suis un vigneron. Donc voilà, j'ai envie de retrouver mes vignes. Non, c'est pas la raison. Il y a un événement particulier qui est arrivé cet été au niveau de ma famille, et puis un décès qui m'a fait prendre conscience que voilà, il faut que je réfléchisse aussi à certaines priorités. Et j'avais annoncé au début de la législature à mes collègues que je n'irais certainement pas jusqu'au bout, mais j'avais envie de porter encore ce projet éolien. Et puis, on n'arrive pas à le faire voter encore en ce moment. Donc voilà, tout d'un coup, j'ai pris la décision d'arrêter. D'accord. C'est pas un coup de tête. On a dit qu'on allait arrêter au 31 mars pour aussi donner le temps à la population, aux citoyens de réfléchir et puis à nos collègues de partager encore avec eux des bons moments. Exactement. Et puis peut-être aussi l'occasion de trouver vos successeurs. Vous, Jacques Schweizer, pour quelles raisons vous quittez cet exécutif? Je trouve qu'effectivement 22 ans, c'est déjà effectivement pas mal en termes de durée. Ensuite, effectivement, comme Samuel, on avait annoncé qu'on ne finirait pas la législature. On voulait s'engager pour justement qu'il y ait une continuité dans la législature. Puis maintenant, effectivement, à un moment donné, vous sentez un peu l'usure, vous gagnez, vous n'avez pas forcément le même punch pour défendre les dossiers, puis vous dites que c'est le moment de passer la main à quelqu'un d'autre pour reprendre le flambeau. Un certain ras-le-bol. Peut-être. Alors évidemment, vous l'avez évoqué, on parle évidemment de ce projet éolien qui s'enlise, qui ne semble pas porté par les vents. Est-ce que ça, c'est quand même pas un élément important de vos démissions respectives? Alors, du tout. En fait, moi, je ne parlerai pas d'enlisement, c'est les procédures qui sont longues dans notre pays. On voit que les services de l'État, ils doivent analyser tout ça, et ça prend du temps, et ça essouffle, oui. Mais l'envie de concrétiser ce projet, elle est toujours là. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, on a besoin de ces énergies. Et non, on n'a pas perdu l'envie de faire aboutir ce projet. Alors c'est vrai que cette énergie éolienne, on le voit au niveau européen, elle a du mal à convaincre, notamment en termes de longueur des procédures pour pouvoir mettre ces fameux mâts. Mais vous y croyez vraiment à ce projet? Vous pensez vraiment, j'allais dire, que ce projet survivra vos années de législature? Alors oui, nos collègues partagent le même enthousiasme que nous. Donc on était vraiment les 5 à tirer à la même corde pour faire aboutir
ce projet, en tout cas, le présenter à la population, parce que ce n'est pas la municipalité qui va décider. On verra la suite. On verra la suite. Ce projet, normalement, la construction devrait débuter en 2025 pour une exploitation en 2026. Or, Saint-Euyen et Burtigny, c'est ça, se sont prononcés contre, en tout cas dans un sondage adressé à la population. C'est quand même un sacré contre-coup. On reproche beaucoup de choses à ce projet. Sans deux porteurs de projet, est-ce qu'on peut encore y croire vraiment ? Je crois comme l'a dit Samuel, dans la situation dans laquelle on est obligé d'y croire. Et c'est quand même un projet qu'on porte depuis 2009, donc c'est effectivement relativement long en termes de procédure. Maintenant, le projet, il est concret. Ce qui va venir maintenant, c'est le processus démocratique avec les différentes votations. Quelque part, nous, on a fait notre job. Sur mandat 1, il faut savoir que c'était quand même sur mandat à l'époque du Conseil qui l'a voté à l'unanimité. Donc voilà, nous, on continue notre job, on est l'exécutif et on doit faire en sorte que les projets qui nous sont confiés aboutissent, en tout cas jusqu'à la fin du processus démocratique. Alors justement, un projet qui a été initié, enfin en tout cas adoubé par le Conseil, à quel point la commune est engagée vis-à-vis de ses partenaires pour porter ce projet et pour faire en sorte que le processus aille jusqu'au bout ? Est-ce qu'on est vraiment engagé ? Oui, on est partenaire. On a signé des conventions, mais je veux dire qu'aujourd'hui, quelque part, c'est un plus pour une commune. Au départ, on s'est dit, qu'est-ce qu'une petite commune de 750 habitants peut faire pour contribuer à la production d'énergie dans notre région ? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le bassin lémanique, là, on a la population la plus élevée, une des plus élevées de Suisse, avec la région zurichoise, et on a finalement peu de sources d'énergie. On a bénéficié ces 60 dernières années de l'hydraulique et puis du nucléaire. Donc aujourd'hui, on a peut-être une pierre à mettre à l'édifice et voilà, on a fait des mesures et il se trouve que cet emplacement pourrait produire de l'énergie on l'a déjà dit plusieurs fois, pour environ 40 000 habitants. C'est quelque chose, c'est pas rien pour le district de Nyon. Voilà, alors on est en présence de deux membres d'un exécutif qui croient à leur projet et qui espèrent que ce projet aboutira. J'aimerais revenir avec vous, en votre compagnie, sur ces plus de 20 ans passés au sein d'un exécutif. C'est presque une génération c'est 25 ans. Comment la politique a évolué en plus de 20 ans ? Alors la politique a évolué, effectivement, en plus de 20 ans. Déjà, c'est devenu beaucoup plus technique, donc les dossiers sont devenus beaucoup plus techniques. Les couches en termes de loi, de législature, de plans, d'aménagement, si on parle d'urbanisme, effectivement, se sont rajoutées avec le temps. Et une chose qui est vraiment notable ces derniers temps, c'est que tout est devenu beaucoup plus procédure. Et en particulier aussi, nos citoyens sont devenus beaucoup plus procéduriers. Et à l'époque, quand on disait, écoutez, le projet ne peut pas se faire, il ne correspond pas aux règles, c'était souvent admis. Aujourd'hui, non, on passe par un avocat et on essaye de défendre ses droits, ce qui est tout à fait légitime, mais effectivement qui se faisait dans un autre contexte il y a quelques années. C'est vrai que c'est quand même assez lourd à porter quand on est milicien, on s'investit pour sa commune. Il y a toujours ce mythe qui disait qu'on se réunissait dans un caveau, on ouvrait une bonne bouteille, et puis on trouvait une solution. Est-ce que ça existe encore, ou est-ce que finalement ce n'était qu'un mythe ? Moi, je pense que, suivant les occasions, on le fait encore. On peut se mettre autour de la table et puis réfléchir, mais ça dépend les personnalités qu'on a en face de nous et les citoyens. Il y en a qui sont ouverts à la discussion et d'autres qui veulent absolument défendre leurs intérêts. Et ça, quelque part, c'est dommage, parce que souvent, ces personnes choisissent ces petits villages parce qu'il fait bon y vivre, la situation est calme, il y a de la verdure. Mais tout d'un coup, on a des exigences qui sont des exigences des fois de citoyens, citadins si on veut, qui ont envie d'avoir aussi un certain nombre de commodités proches. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le sourire et la bouteille de vin à côté. Voilà.
C'est ça, hein, Exactement. la politique de nos jours. Je voudrais aussi revenir sur le fait que, comme vous l'avez dit, hein, votre commune, c'est à peu près 750 habitants. Vous êtes au même échelon que finalement une ville comme Lausanne ou bien une ville comme Nyon, 23 000 habitants. Est-ce que le combat est pas un peu déséquilibré entre un exécutif qui doit lui-même écrire ses préavis ou une ville qui a des chefs de service qui leur écrivent les préavis, qui ont engagé des juristes, qui ont un effectif administratif garni. Et là, des fois, est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu seul? On se sent un peu seul. Alors, on s'entoure. Hein, donc, effectivement, on n'a pas des gens forcément qui sont des employés de la commune, mais on a un bureau technique pour l'aménagement. On a un avocat maintenant permanent qui défend les différents dossiers, qui connaît la commune, et c'est un atout. Donc, effectivement, on est obligé de s'entourer. Par contre, effectivement, on fait encore beaucoup de choses nous-mêmes, en termes de préavis, en termes de décision, de préparation de décision, ce qui est effectivement une autre grande commune. Je pense qu'on a un rôle à jouer au niveau du district encore, parce qu'effectivement, comme Samuel, on peut être président de certaines associations intercommunales, et là, on a voix au chapitre. Par contre, au niveau du canton, c'est beaucoup plus difficile d'avoir... C'est dur de se faire entendre. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Même au sein des associations intercommunales, on voit qu'une petite commune, elle est souvent sous-représentée, pas sous-représentée, mais en proportion par rapport aux autres grandes communes. Eh bien, il faut se mettre bien plusieurs communes ensemble pour arriver à se faire entendre et éventuellement faire contrepoids. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler pour une région et non pas pour un village. Je crois que, voilà, on a passé une autre dimension et la politique des clochers, je crois qu'il faut essayer de voir plus loin. Alors justement, ensemble, on est plus fort. Ensemble, on se regroupe souvent. Alors parmi les grands défis d'Essertines-sur-Eure, il y a évidemment ce projet de parc éolien, mais il y avait aussi cette fusion qui était dans l'air. Vous-même, vous étiez président du comité de fusion. Où en est cette fusion? Est-ce que là aussi, il y a des chances qu'un jour, elle aboutisse? Alors la fusion, elle arrivait à un point quand même assez avancé, dans la mesure où effectivement on avait préparé toute la documentation pour ensuite prendre les décisions. La problématique était une problématique financière, puisqu'on n'arrivait pas à définir un taux d'impôt commun, dans la mesure où effectivement il y avait toutes ces discussions sur la péréquation. J'ai bon espoir maintenant que la péréquation en tout cas s'éclaircit en termes de procédure, en termes de taux, etc., qu'on puisse remettre effectivement le couvert, et je crois qu'on a une séance déjà qui est prévue avec les deux communes de Tartenière et Rolle pour discuter aussi avec tous les nouveaux municipaux qui sont effectivement maintenant entrés dans l'exécutif pour voir si effectivement il y a toujours une volonté commune d'aller de l'avant. Alors souvent il y a une volonté dans les effectifs, mais on le voit avec la fusion qui se prépare en Terre Sainte, c'est pas évident et très difficile à faire passer. Hein. Samuel Dufour. C'est vrai qu'il faut être motivé, il faut pouvoir tirer des troupes derrière, mais on se rend compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que il faut vraiment avoir, je ne sais pas, 10, 15 000 habitants d'une commune pour arriver à avoir, disons, un certain poids dans des décisions qui pourraient concerner le canton. Alors, on l'a compris, vous allez garder vos postes au sein de cet exécutif jusqu'à ce que vous ayez trouvé vos successeurs. Quel est le calendrier? Quand est-ce que des élections vont avoir lieu? Quand est-ce que les Croquelandines vont-ils trouver leur prochain syndic et leur prochain municipal? Voilà, alors officiellement, on n'a pas encore reçu l'information de la préfecture, mais le calendrier des élections et votations fédérales, on a une date début mars, je crois le 4 ou le 5 mars. Donc je pense qu'on va faire coïncider la votation ou l'élection communale à cette date-là. Jacques Schweizer, Samuel Dufour, une dernière anecdote sur votre parcours, sur ces plus de 40 ans cumulés au sein d'un exécutif. Qu'est-ce qui ressort? Moi, ce qui ressort, c'est j'ai vraiment eu la chance, et je pense que c'est aussi une chance pour Essertines-sur-Eure, d'avoir toujours pu travailler dans des équipes où il y avait une vraie cohésion, où il y avait une vraie entente. On n'a jamais été obligé de voter. On a toujours réussi à se mettre d'accord sur les différentes décisions d'une commune. Et je pense qu'en 22 ans, c'est effectivement un sacré exploit. Et vous, Samuel Dufour? Tu m'enlèves les paroles de la bouche. Mais c'est vrai que la complémentarité dans une équipe et puis l'entente cordiale, ça
c'est plus facile. Hein. Ça fait C'est beaucoup. plus facile. Je pense que c'est un petit peu le secret. Ouais. D'avoir du plaisir à aller à la séance toutes les semaines, ça facilite les choses. Et ben voilà, Samuel Dufour, Jacques Schweizer, merci beaucoup d'être Merci à venu vous. nous apporter votre témoignage. Et pour les Essertinois, engagez-vous, il y a une bonne ambiance au sein de l'exécutif. Voilà Alexandre, je te rends la parole. Merci beaucoup messieurs. Merci. Merci beaucoup Florian pour cette interview. Et puis avant de parler sport avec vous deux, Rebecca et Olivia Grobetti, on va retrouver Andrea. Alors, en bateau, c'est ça, à l'abordage ? Oui, à l'abordage, tout chou, on y va. Que reste-t-il de nos bateaux? Justement, c'est le nom de cette exposition. C'est pas un peu négatif, justement, Lionel, c'est cette idée que les choses disparaissent, justement, des bateaux? Bah non, parce qu'en fait, si il reste quelque chose, donc quelque part, c'est chouette de pouvoir avoir des témoignages d'un passé qui est disparu, mais dont on garde quelques souvenirs, quelques reliques. Et Alors puis, justement, on va voir quelques exemples en votre compagnie. On est dans cette première salle. Alors regardez, je vous emmène un petit peu dans l'ambiance. Alice au pays des merveilles, puisqu'il y a cette idée où on plonge comme ça dans quelque chose avec pas mal d'objets assez sympas. J'aimerais qu'on commence avec celui-ci. Tiens, Lionel, s'il vous plaît. oui, alors, c'est une figure de proue du bateau LVC 1, pas le LVC qui existe encore, mais donc le premier du nom. Et cette figure de proue, elle a permis de sauver la vie d'un étudiant en 1856, quand il y a eu une catastrophe à Nyon. Voilà d'ailleurs. Voilà, un bateau Maquette. de radelage qui est passé dans la roue à aube du bateau LVC. Et cet étudiant s'était accroché à cette figure de proue et il a pu survivre à cette catastrophe qui a fait une dizaine de morts. Ouais, cette salle, elle est assez emblématique finalement de tous ces objets qui ont été répertoriés, qui ont été trouvés. La plupart étaient dans une maison. Ça, c'est une anecdote assez incroyable. À peu près la moitié des objets de cette salle proviennent d'une maison de Saint-Sulpice, un collectionneur fou qui a collectionné la CGN pendant toute sa vie. Et puis, on a ramené de chez lui à peu près 2000 objets quand il est mort. Et tout venait des bateaux, les meubles, les portes, les boiseries, les barres d'escalier. C'était assez incroyable cet endroit. Ouais, alors on a commenté ça hors antenne avec un style assez sombre, mais votre objet préféré à vous, Lionel, ça serait lequel? Est-ce qu'on peut choisir un? Eh bien, franchement, il y en a beaucoup. Il y a évidemment la cloche que vous avez ici, qui est la cloche du Rhône. C'est Le- celle-ci, hein. Voilà, le Rhône, c'est un bateau qui a coulé au fond du lac en 1883, qui est toujours au fond du lac. C'est l'épave la plus profonde, elle est à 300 mètres. Et cette cloche, elle a été récupérée sur le bateau par un robot au début des années 2000. Et donc, il y a une histoire folle avec cette cloche qui a vécu la navigation qu'on ne connaît plus, une catastrophe incroyable, et puis ensuite au fond de l'eau pendant presque un siècle, avant d'être remontée par un robot. Je veux dire, c'est un objet complètement dingue. Ouais, combien de bateaux sont encore dans le lac aujourd'hui chez nous? Alors, si on parle des bateaux, disons, la CGN, il y a les bateaux historiques. Il y en a 8, si je me rappelle bien, plus le Genève, qui est à côté du jet d'eau, mais qui ne navigue plus depuis une cinquantaine d'années, qui appartient à une association. Et puis après, il y a les bateaux modernes. Là, j'avoue que je ne me rappelle plus combien il y en a. Comment est-ce qu'on explique, Lionel Gauthier, que finalement aujourd'hui ces bateaux qui font pour la plupart partie du patrimoine, finalement tendent à être oubliés et que tout, finalement cet univers aussi a un petit peu disparu? Eh bien, pendant longtemps, ces bateaux ne rendaient pas service aux entreprises qui les possédaient parce que c'était des entreprises de transport qui voulaient avoir des bateaux efficients, utiles, rapides. Donc, tous ces bateaux anciens, ça ne les arrangeait pas tellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs des bateaux un peu emblématiques qui ont été démolis au cours des 50 dernières années. Et, par exemple, le bateau Valet, dont on a une maquette ici, a été malheureusement démoli il y a une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Et puis, si il y en a certains qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'il y a des particuliers qui se sont groupés pour essayer de les sauver et parce qu'ils avaient conscience de l'importance de ce patrimoine. Bon, alors justement, la ville de Nyon s'est battue et a racheté certaines pièces. Je vais vous montrer une pièce emblématique d'ici quelques instants. On se retrouve tout à l'heure.
Merci beaucoup Andrea pour cette première visite. On te retrouve donc tout à l'heure pour visiter une autre pièce. Alors regardez, en plateau, voilà, ces coupes. 2e place des adultes en trio et 3e place des adultes en formation. Je parle bien évidemment des claquettes, mais les claquettes pas n'importe lesquelles, les claquettes nyonnaises, voilà, du centre de danse Or que vous représentez, Olivia Grobetti et Rebecca Grobetti. Déjà, merci d'être là. Et alors on va revenir sur ces championnats du monde, voilà, où vous avez brillé avec vos élèves. Donc c'était en Allemagne en septembre dernier. Vous étiez 35 de Nyon à y aller, mais il y avait plus d'une centaine. Voilà, ici on le voit à l'image de l'équipe suisse face donc aux autres pays. Déjà, quel effet ça fait de remporter ces prix et d'avoir brillé, Rebecca? Énormément de joie, de fierté et puis d'accomplissement. Un sentiment de se dire tout le travail qu'on a mis, ça a porté ses fruits. Ouais, c'est pas la première fois que vous participez à ces championnats du monde. Alors j'imagine qu'il y a certains danseurs, certaines danseuses, oui, mais vous, c'est la 21e fois, je crois, que vous participez à ça. Donc bon, finalement, pour vous, ça allait, mais il y avait un peu de stress au niveau des élèves. Oui, alors après, même pour nous, je pense que de toute façon, le côté scène, même avec des années d'expérience, c'est en live, quoi. Donc on a toujours ce petit stress, cette petite adrénaline avant de monter sur scène. Personnellement, moi encore, et je pense que c'est la même chose pour toi. Mais c'est vrai qu'après, voilà, pour les un peu plus jeunes élèves, on avait aussi une équipe enfant, une équipe junior et certains de nos adultes qui sont aussi quand même encore on va dire des ados, des jeunes adultes. Et du coup, c'est vrai que c'est un grand événement. L'arena est grande, la scène est grande. On rentre, c'est vraiment waouh, il y a tous ces pays qui sont représentés. Donc, je pense qu'en arrivant, il y a eu un petit coup de stress général. Mais au final, tout le monde s'est très bien débrouillé et a super bien dansé. Donc. Bon, alors, c'est vrai qu'on vous reçoit dans la catégorie sport de cette émission, mais on s'est même posé la question au sein de la rédaction. On se disait, mais est-ce que les claquettes, est-ce que c'est du sport? Moi, j'ai envie de vous répondre oui. C'est pour ça qu'on vous reçoit, parce que oui, il y a des trophées, il y a des médailles, donc il y a une compétition, un championnat. Vous le voyez comme du sport, les claquettes? À 100%. 100%. Ouais. Alors oui, c'est une pratique sportive artistique, mais c'est indéniablement du sport. Je pense que si on s'en rend pas compte, je dirais, il faut essayer pour se rendre compte. Il y a la qualité de vitesse des pieds, mais après, il y a tout l'artistique dans le haut du corps. Donc, c'est vraiment, on marie la qualité sportive et artistique. L'artistique, donc le sport. Et l'art, voilà, puisque vous en parlez, j'ai envie qu'on regarde quand même quelques images pour voir ce que ça donne. Alors ça, c'est donc Mario Kart. On va voir tout de suite. C'est donc la 3e place avec les adultes en formation. Regardez. Voilà, on voit ces quelques images, on va les commenter ensemble justement. Mario Kart, ça vous est venu d'où cette idée en fait de chorégraphie? Des fois, les bonnes idées, elles partent un peu de nulle part. Et en fait, quand on a commencé à réfléchir au début de la saison passée, justement, à quel thème on voulait faire, quelles idées on a fait un peu un brainstorming, puis on a écrit sur une feuille un peu plein de choses qu'on aimait bien. Et puis, parmi ces choses, Mario Kart. Oui, et tout d'un coup, c'est fédérateur. En plus, il y a eu le film qui est sorti cette année. Et par hasard, en plus, le film est sorti cette année, donc ça tombait bien. Et c'est juste un jeu auquel nous, on aime bien jouer dans notre temps libre. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, si on avait des petites voitures, ça pourrait faire rigolo. Il y a le côté costume aussi on se démarquerait des autres groupes. Et puis, du coup, on s'est dit, allez, on tente. Ouais. Et résultat, donc 3e place. Bon, effectivement, j'imagine que les élèves, ils étaient pour à 200% en direct. On fait Mario Kart. Alors, la première fois, donc, ce que nous, on fait au début d'une saison de compétition, c'est on se met dans la salle de danse et on fait écouter la musique. Alors, on a vu des regards un peu questionnés, je pense, de nos élèves qui se sont dit, mais comment est-ce qu'on va danser sur
sur cette musique-là. Mais par contre, je voyais l'enthousiasme dans leurs yeux, mais je pense qu'ils doutaient un peu de comment on allait mettre ça en scène, et au final, ouais, ils étaient à 100% avec nous. Alors, on va voir d'autres images, justement, ce qui vous a amené cette deuxième place. Donc, c'est en trio avec... donc, eh bien, c'est vous qu'on voit passer. Alors, oui, vous dansiez tout à l'heure, mais on vous a peut-être pas reconnu avec les chapeaux de Mario, de Luigi. Là, par contre, on vous reconnaît. Rebecca et Olivia, vous êtes accompagnés de votre élève Florence Dreyer. Là, c'est un peu un travail différent, Olivia, en trio. C'est complètement autre chose. Oui, alors dans l'extrait qu'on a regardé avant de Mario Kart, il y avait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi beaucoup de travail en formation sur les lignes, les placements qu'on fait. Il y a même une caméra qui filme depuis en haut pour vraiment, par exemple, à un moment, dessiner un M pour Mario. Enfin, on a fait plein de changements de lignes et tout. En trio, alors bien sûr, on se place correctement, mais je dirais, il y a plus le côté technique. Pas qu'il n'y ait pas un côté technique dans les formations, mais le côté technique est encore plus mis en avant dans les solos, duo ou trio. Et après, voilà, la musicalité, le côté artistique, comme Rebecca le disait tout à l'heure. Et puis voilà, comme dans toutes les disciplines artistiques, faut que ça ait l'air facile. Donc en soi, on fait des choses difficiles, mais on essaye de faire comme si... voilà. Comme si c'était facile pour vous, bien sûr. Les claquettes, quel engouement autour des claquettes depuis ces dernières années. Je rappelle quand même que vous êtes toutes les deux les co-directrices donc, de ce centre de danse Or. Vous avez repris en fait les rênes de l'école de danse Martinelli en 2021. On va parler bien sûr de cette école, mais l'engouement autour des claquettes, quel est-il aujourd'hui, Rebecca ? Alors, il grandit. C'est vrai que nous, on est partis il y a quelques années en arrière avec une petite équipe de compétition, seulement quelques cours de claquettes à la semaine. Et là, on se retrouve, nous, on enseigne pratiquement tous les jours de la semaine. On a une énorme équipe maintenant de compétition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On était 35 à participer au championnat du monde. Donc, c'est la plus grande équipe qu'on ait jamais eue avec nous en compétition. Donc, il y a eu une évolution. Oui. Oui. C'est dû à quoi, cette évolution ? Je ne sais pas. C'est devenu tendance, les claquettes. Oui, il y a eu quelques films aussi récemment, je pense. Alors, ce n'est pas forcément le côté le plus technique des claquettes, mais il y a eu par exemple un peu de claquettes dans La La Land. Enfin, il y a eu quelques films récemment, donc peut-être que c'est aussi un peu ça qui a aidé. Mais c'est vrai que la plupart des gens, ils savent pas forcément, mais les claquettes, elles ont énormément évolué depuis l'époque Fred Astaire, Gene Kelly et tout ça, qui sont des magnifiques danseurs et aussi les danseuses de l'époque. Enfin, mais ça s'est modernisé aujourd'hui. Voilà, mais ça s'est beaucoup modernisé dans la technique aussi. Et puis même les musiques, vous avez vu là, on a dansé sur Mario Kart. Ça, on peut aussi danser. Je suis pas sûr que Fred Astaire aurait dansé sur Mario Kart. Mais on danse encore sur du jazz, sur des musiques plus entre guillemets traditionnelles, mais il y a aussi on utilise beaucoup de pop, on peut danser sur du rap, sur un peu tout ce qu'on a envie, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux jeunes, c'est ce côté que ça s'est modernisé. Et nous, on essaye que ce soit fun aussi dans les cours et puis de motiver les élèves justement avec la participation aux compétitions, et je pense que ça fait beaucoup. Rebecca, Olivia, vous restez avec moi. Vous allez me montrer justement ce que c'est les claquettes. Moi, je me réjouis de voir. Voilà. Et alors, en attendant justement, qu'on change les chaussures, c'est des chaussures spéciales, et puis qu'on installe tout ici en plateau, on te retrouve, Andrea, au musée du Léman, alors toujours en bateau, mais alors des bateaux différents cette fois, explique-nous tout. Avec un bateau particulier cette fois-ci, c'est l'Helvétie 2 qui fait partie du patrimoine. Alors c'est une pièce emblématique et puis avec un projet notamment de restauration, on va en parler justement. Alors cette Helvétie 2, c'est l'histoire d'un bateau et de sa machine, un bateau assez particulier. Pourquoi, Lionel ? Eh bien parce que c'est un bateau qui existe toujours, mais qui n'a plus de machine et qui ne navigue plus depuis une vingtaine d'années maintenant. Et qui pourrait peut-être un jour renaviguer, ce serait magique. Alors pour la petite anecdote, justement, je crois qu'il y a eu débat et litige sur cette pièce-là. On en voulait, on n'en voulait plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, la CGN a décidé de se séparer de cette machine dans les années 70 pour installer une autre machine qui leur paraissait plus efficiente. Et donc, ils voulaient que cette machine soit détruite pour que personne ne puisse la reprendre et puis leur faire quelconque concurrence. Mais la ville de Lyon a décidé autrement et a racheté cette machine pour la mettre ici au musée du Léman. Et puis, comme la machine nouvelle qui a été installée sur le bateau n'a pas du tout donné de bons résultats, et bien, le bateau a fini par être abandonné. Et donc maintenant, on pourrait peut-être remettre la machine d'origine sur le bateau. Ouais, pourquoi peut-être ? Eh bien parce que c'est un projet assez compliqué techniquement et puis financièrement assez coûteux aussi. Donc du côté de la CGN, ils sont en train vraiment de voir si c'est possible. Techniquement, ça a l'air de l'être. Maintenant, il faut voir si financièrement ça l'est. Et on le saura dans les prochains mois, prochaines années.
Affaire à suivre, comme on dit, mais quelque chose que j'ai trouvé assez sympa, c'est justement ce levier de vitesse. On va peut-être le commenter ensemble, Lionel. Alors, je vous avoue que moi, j'ai cru que c'était un gag, que c'était pour de faux, parce que, alors, les vitesses, en route, demi-vitesse, doucement, bien doucement, stop, bien doucement. C'est quoi comme vitesse, bien doucement, Lionel? C'est comme ça qu'on communique quand on navigue. Oui, alors sur les bateaux de la CGN, c'est effectivement les valeurs qui sont utilisées pour indiquer au mécanicien comment il doit régler la machine. Quelle est la vitesse, disons, l'équivalence en km/h? Alors là, il faudra demander au capitaine de la CGN. Bien doucement, on imagine quelque chose avec un petit verre de blanc. En tout cas, ça sonne assez vaudois. C'est vrai. Bon, vous l'aurez compris, donc cette exposition à voir du côté du musée du Léman, Lionel Gauthier, conservateur. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et puis bonne chance pour ce permis, on croise les doigts. Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant. Merci Andrea pour cette belle visite de cette nouvelle exposition à voir donc au musée du Léman. Et alors on revient ici en plateau pour les claquettes et surtout une démonstration de claquettes. Venez seulement Rebecca, Olivia, voilà je vous en prie. Alors vous nous avez amené même des planches en bois pour pas trouer notre sol, ça c'est sympa déjà. Voilà, je vous en prie, c'est à vous les claquettes. Bravo, bravo. Et il faut le dire quand même, 25 ans de claquettes, voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'ai pas les mêmes chaussures brillantes, toutes belles comme là, mais si j'étais un novice, ben, je suis un novice, voilà. Donc, j'arrive à votre cours. C'est quoi le premier pas que vous pourriez m'enseigner, même si j'ai pas les petites chaussures qui claquent? Alors, tout bêtement, le premier pas, c'est step. Et step, c'est tu marches sans poser ton talon. Voilà. Oula, attends, donc du coup, il faut être en équilibre. Ouais. Ok. Et après, tu peux faire stamp où là, tu fais tout le pied. D'accord. T'as déjà ça. Magnifique. Ok. Et alors là, attention. On va faire Attention, un truc compliqué là. Oula. Prochain pas, shuffle. Shuffle. Oula. Tu vas brosser avec, on a les deux plaques, tu vas brosser qu'avec ta plaque imaginaire avant. Voilà, d'accord. Voilà. Tu brosses en avant, Ouais. en arrière, et tu poses. Yes. Alors, je Waouh. propose une petite choré. Oula. On fait 2 steps. Oui. 1, 2, 2 stamps. 1, 2, et on finit avec shuffle, Ouais. stamp. Et là, tu peux faire une belle pause pour la caméra. Magnifique, merci beaucoup, merci les filles, merci infiniment de m'avoir montré les claquettes. Bon, vous l'aurez vu, à la maison, je suis pas très doué, mais en tout cas, Rebecca et Olivia, oui, parce qu'elles ont ramené des médailles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans une nouvelle quotidienne. Bonne soirée.